Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 35e émission, je me trouve avec Julien Lim, le gérant des éditions Contre-Culture. Julien, bonjour à toi. Bonjour. Je me trouve également, chers auditeurs, avec Eric Sanseri. Alors Eric, tu es un entrepreneur, membre d'Égalité et Réconciliation, et tu t'occupes du développement du réseau solidaire. Exactement. Bonjour à toi Eric, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tout le monde et merci à vous. Je sais que tu viens du Sud, c'est ça Oui, spécialement. J'ai pris le train pour venir vous voir, c'est toujours un plaisir. C'est très gentil à toi. Et chers auditeurs, comme chaque semaine, je me trouve accompagné de mon partenaire animateur Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Julien, aujourd'hui, je sais que nous fêtons les 5 ans des éditions Contre-Culture. Alors pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer comment se construit l'activité économique autour d'Alain Soral ? Oui, je vais essayer de faire un topo. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'association Égalité et Réconciliation a été constituée autour d'Alain Soral en mai 2007. On fêtera bientôt d'ailleurs les 10 ans d'Égalité et Réconciliation l'année prochaine. Et donc, à cette occasion, c'est constitué autour d'Alain Soral un groupe de militants de plus en plus important au fil des années. Au fur et à mesure, évidemment, on a aussi beaucoup existé sur Internet grâce à la plateforme égalité et réconciliation.fr. Et cette plateforme, au fur et à mesure, on va dire, des aventures politiques d'Alain Soral, au fur et à mesure de l'adversité, elle s'est, on va dire, endurcie, elle a récupéré de plus en plus de public. Et on s'est retrouvé en janvier 2011 à passer le cap du million de visiteurs uniques à l'année. C'est-à-dire, de mémoire, je crois qu'en 2010, on avait fait donc 1 million de visiteurs uniques à l'année. C'était la première fois que le site atteignait ce niveau de fréquentation. Alors Julien, juste pour préciser les choses, on peut lire sur Internet que Égalité et Réconciliation est en chute libre, qu'on est en grande difficulté. Est-ce que, s'il te plaît, pour nos auditeurs, tu peux nous éclairer sur ce point ? Oui, alors je venais de vous indiquer qu'en 2010, donc on avait enfin atteint donc le cap du million de visiteurs uniques à l'année. Sans vouloir trahir les chiffres de notre webmaster, en avril donc de cette année, on a atteint donc 1 700 000 visiteurs uniques dans le mois. Voilà, donc je parlais donc d'une formidable progression entre 2007 et 2011, mais on voit que cette progression c'est par la suite suivie, enfin c'est par la suite prolongée avec, comme vous l'avez vu, le travail qui a été fait par l'association pour se défendre face aux difficultés qui se sont manifestées par l'intermédiaire du gouvernement pour attaquer Alain Soral, pour attaquer Dieudonné. Tout ça, évidemment, a fait beaucoup de publicité, et tant mieux. Et donc, aujourd'hui, on est sur une fréquentation qui est encore nettement supérieure par rapport à celle qu'on connaissait à l'époque. Alors voilà, ça, c'était pour répondre à ta question. Et pourtant, il faut relativiser ces chiffres, puisque quand on regarde Alexa, on voit que Égalité et Réconciliation est passé entre 300 et la 400e place à maintenant quasiment la 700e place. Donc, qu'en pensez ? Oui, alors le classement Alexa, c'est un classement qui est disponible sur Internet, qui remplace, on va dire, Google Analytics, qui était avant accessible, Google Trends, qui était un classement Google qui était accessible à tous. Maintenant, c'est un classement, je crois, qui est payant. Alors, Alexa, effectivement, permet de connaître un petit peu la courbe des sites Internet, et notamment leur classement au niveau mondial et au niveau français. Alors, il faut bien comprendre que même si le site d'Égalité et Réconciliation est très bien classé parmi les 1000 premiers, il peut évidemment à un moment donné avoir des sites, notamment des nouveaux sites, des sites de réseaux sociaux qui viennent de naître, comme à un moment Snapchat, comme Instagram à un autre moment, qui viennent tout d'un coup prendre les 500 premières places des sites. Mais évidemment, ils n'ont pas d'équivalent en France et ils sont donc des nouveaux arrivants sur des nouveaux marchés de réseaux sociaux. Et là, évidemment, tous les sites dissidents, tous les sites de journalisme reculent en même temps, évidemment. D'ailleurs, on peut voir des courbes qui sont intéressantes, c'est d'observer les courbes, par exemple, parallèles que peuvent connaître certains sites équivalents dans la dissidence.
ou même de la dissidence et également des médias mainstream. Par exemple, Mediapart connaît exactement la même évolution qu'Égalité et Réconciliation. Ou que Libération. Ou que Libération. Voilà. Ce sont des sites d'information, on va dire. Que nos auditeurs vérifient par eux-mêmes, puisqu'Alexa, on peut regarder en tapant sur Google. Ouais, c'est intéressant d'ailleurs. Et qu'ils fassent la comparaison et qu'ils voient que ce qu'on dit sur Internet, sur le site d'Égalité et Réconciliation, en fait, il faut le relativiser par rapport à l'évolution de l'ensemble du net. Voilà. Tout à fait, c'était une bonne mise au point. Donc, je reprends un petit peu sur le topo de l'association et de son réseau économique. Donc, en janvier 2011, il y a ce passage symbolique au cap du million de visiteurs. C'est à un moment donné, on avait donc une boutique qui fonctionnait très bien, une boutique associative qui fonctionne toujours. D'ailleurs, vous pouvez y trouver beaucoup de produits, notamment les affiches des dessinateurs, les stickers et puis aussi des produits dérivés. Cette boutique, on a décidé à un moment donné, c'était assez logique de commencer à y vendre des livres parce qu'on a un public et on a un président qui est un auteur et un public qui sont des lecteurs, et donc on a commencé à faire de cette boutique associative une librairie. Il faut bien comprendre qu'en plus on est début 2011, en février 2011 va sortir Comprendre l'Empire, qui va être un raz-de-marée éditorial. Combien de ventes jusqu'à maintenant ? On a dépassé les 100 000. Hein. On est à 110 000 à peu près. Voilà. Par contre, je connais pas les chiffres à partir de 100 000, mais je sais que les 100 000 ont été passés il y a un bon moment. C'est un best-seller. C'est le best-seller, entre guillemets, de la dissidence française, quoi. Et donc, cette volonté de créer cette librairie, pour Alain Soral, c'était très naturel. En plus, on avait quand même donc un public qui était prêt pour participer donc à cette aventure économique. Alain Soral avait déjà annoncé que c'était nécessaire pour l'autonomie de la structure d'avoir des rentrées d'argent en dehors évidemment des dons et des adhésions. Et cette librairie a évidemment, le succès aidant, eu ses limites parce que c'est une structure associative au départ. Hein. Égalité et Réconciliation est une association loi 1901 et les structures associatives ont des limites en termes de commerce et c'est normal. Premièrement, des limites en termes de chiffre d'affaires. À l'époque, c'était en 2011 60 000 euros le chiffre d'affaires maximum que pouvait réaliser une association loi 1901 en France, sur un an, hein, j'entends. Et donc, un autre problème, évidemment, c'est la concurrence qui peut vite devenir déloyale parce que une association ne paye pas d'impôt sur les sociétés, de TVA. Donc, évidemment, les librairies, notamment sur Internet, auraient très rapidement pu contester donc la libre entreprise d'Égalité et Réconciliation en tant qu'association. Et donc, c'est à ce moment-là qu'Alain Soral, donc à partir de mars 2011, a décidé de constituer la société Culture pour tous SARL, qui est son entreprise, dont il est l'actionnaire majoritaire, dont j'ai la chance d'être le gérant, et qui a, donc à partir de février 2011, constitué donc le socle des activités commerciales d'Alain Soral, autour évidemment de la marque Contre-Culture, que vous connaissez tous par contreculture.com. D'abord librairie, ensuite maison d'édition. Très tôt, maison d'édition d'ailleurs à partir de fin 2011 déjà, avec des rééditions de classiques qui étaient devenus introuvables. Et donc, par la suite, il y a d'autres initiatives qui sont nées assez rapidement de la part de militants, comme toujours, hein, on en parlera peut-être, mais c'est toujours en interne. Le recrutement se passe toujours en interne, même au niveau des fournisseurs. Et donc, des militants ont apporté à partir de 2012, 2013 et jusqu'à 2014 l'initiative pour d'autres marques, notamment Au Bon Sens, Prenons le Maquis, aubonsens.fr, prenonslemaquis.fr et sanguisterae.fr. On en parlera peut-être aussi un petit peu après. Plus en détail. Voilà, et donc aujourd'hui, on a fêté en mars, les 5 ans de Contre-Culture. J'en profite, Vincent, pour remercier tous les clients qui sont d'ailleurs pour beaucoup des sympathisants d'Égalité et Réconciliation, voire des adhérents ou des militants qui ont permis cette aventure jusqu'à aujourd'hui. Je rappelle que ces structures économiques, c'est vraiment des structures qui ont permis de manière très très importante de financer toute la structure militante d'égalité et réconciliation, notamment en permettant à des militants d'accéder à une rémunération à plein temps et donc de pouvoir devenir des militants à plein temps, partager leur activité associative avec une activité commerciale qui corresponde à leur envie en termes de militants et leur permettre de se consacrer à plein temps à l'association d'Alain Soral.
Et ça, bon, c'est vrai qu'on peut que remercier tous les gens qui ont participé à ça, qui ont rendu ça possible, parce que s'il n'y avait pas de clients pour ces activités économiques, ce serait tout simplement pas possible. Et puis il y aurait aussi beaucoup à dire effectivement sur toute l'aide qui a été apportée à Alain Soral dans toutes les difficultés qu'il a rencontrées, et notamment lui permettre tout simplement d'être autonome économiquement. C'était vraiment son besoin principal, et de devenir son propre patron. Sachant, Julien, malgré tout, qu'il y a une séparation très nette entre égalité, réconciliation et contre-culture. On a une association loi 1901 d'un côté, on a une société à responsabilité limitée de l'autre, et tous les auditeurs le savent, on a même maintenant un parti qui est une association, qui est l'association de 2 associations loi 1901, et qui est donc encore une autre entité séparée des 2 premières. Alors là, je ne peux pas ne pas te poser la question, Julien. Beaucoup d'auditeurs se la posent. Ce parti, entre guillemets, où en est-il ? Alors ce parti, il a connu les difficultés qu'on a pu annoncer sur le site au tout début, c'est-à-dire des difficultés principalement administratives, on va dire des petits croche-pattes faits par l'administration, même par les banques, puisqu'on a eu un refus d'ouverture de compte, on était obligé de passer par la Banque de France, et on a finalement fini par libérer l'ouverture de compte en banque, qui était la dernière étape pour la création du parti en décembre 2015. Donc c'est encore assez récent, et on a forcément retardé aussi le lancement effectif, notamment des adhésions pour le parti, mais évidemment ça va maintenant se rapprocher de plus en plus, parce qu'on va relancer cette entité très bientôt. Alors Julien, je pense à une question. Je parlais avec une amie et elle me disait qu'elle avait peur d'acheter sur contreculture.com parce qu'elle avait peur d'être fichée, d'être suivie. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ces clients potentiels qui ne franchissent pas ce pas ? Oui, alors la première chose, c'est qu'on a quand même montré au fil des années qu'on avait un service informatique et des webmasters qui sont quand même au niveau de la confidentialité des informations. Effectivement, on a pu avoir des informations, notamment certains fichiers PayPal qui avaient, pas des fichiers PayPal, mais certains relevés de comptes en banque qui avaient pu être récupérés, notamment on l'imagine, par la DCRI, et puis redescendre à certains journalistes comme ceux de Mediapart. Mais les fichiers de clients, que ce soit les fichiers de clients de contre-culture, mais aussi d'ailleurs les fichiers adhérents d'égalité et réconciliation, ont toujours été scrupuleusement sauvegardés, et je dirais même cryptés, puisque nos webmasters ont fait un travail très intelligent pour protéger ces fichiers. Donc aucun danger pour les clients d'égalité et réconciliation et de contre-culture surtout. Ouais, tout à fait. Alors évidemment, on sait qu'il y a des clients qui sont particulièrement paranoïaques par rapport à cette question des fichiers et des adresses sur Internet. Qu'ils se rassurent aussi, il y a des solutions pour pouvoir notamment acheter les livres de contre-culture sans passer par Internet. Voilà, parlons-en. Vincent de Librairie Facta, que vous recevez une fois par mois, c'est quelqu'un qui fait un très gros travail pour que une grande partie du catalogue contre-culture soit présent dans sa librairie Facta, rue de Clichy, donc à Paris. Donc il y a aussi heureusement maintenant un réseau de librairies qui se tisse pour diffuser nos livres. Donc les libraires qui seraient intéressés par la vente de livres contre-culture peuvent parfaitement s'adresser au secrétariat. Alors c'est très simple, parce que l'avantage en plus, c'est que sur le site Contre-Culture, on a toute une partie qui est dédiée, c'est un espace libraire qui est dédié aux libraires pour leur permettre de s'inscrire et de pouvoir bénéficier automatiquement des remises libraires auxquelles ils ont droit en fonction de la quantité qu'ils commandent directement sur le site. Donc c'est assez bien fait, et effectivement ça nous permet en plus de constituer un réseau de libraires, ce qui est très important, parce qu'en fait la grande partie du travail économique qu'on a réalisé au fur et à mesure des années, c'est un travail d'indépendance. Donc en fait on a toujours cherché à avoir le moins d'intermédiaires possible entre nous et nos clients, et aussi entre nous et nos fournisseurs. La plupart des fournisseurs qui travaillent pour Contre-Culture, que ce soit des imprimeurs, que ce soit des graphistes, que ce soit des gens qui interviennent ponctuellement sur même du montage vidéo, sont des gens qui sont liés de très près à la structure, et qui sont pour la plupart des militants.
La mise en page, la relecture, la correction des fautes, tout ça, ce sont des gens qui sont qui adhèrent à nos idées en fait. Ce sont des gens qui adhèrent à nos idées, c'est des gens qui ont en plus montré par le passé, fait preuve dans le bénévolat de fidélité, de loyauté, et à qui on a donné finalement accès à cette rémunération parce qu'il y avait un mérite qui s'était accompli auparavant. C'est très important ça. Et donc là, on en vient tout doucement à la notion de réseau solidaire. Et là, je me tourne vers toi, Eric. Explique-nous, s'il te plaît, pour les auditeurs qui n'en connaîtraient pas le sens, ce que c'est que le réseau solidaire. Solidaire, solide. ER. Voilà. Oui, c'est un petit jeu de mots. Le but, au départ de cette action, c'était de proposer aux entrepreneurs français de se regrouper au maximum devant l'adversité à laquelle ils ont à faire face, puisque les temps sont durs et de plus en plus durs. Je rappelle les faits, il y a en 2014 plus de 60 000 TPME, donc très petites et moyennes entreprises qui ont coulé. Donc ça, ce sont les chiffres officiels, hein, donc on peut imaginer qu'ils soient en réalité bien plus importants. Donc à chaque fois qu'une boîte coule, c'est une famille qui est impactée. Sans aller dans le pathos, on a des suicides chaque mois d'entrepreneurs qui se suppriment parce qu'ils ne supportent plus leur sort. Voilà, donc on est quand même dans une situation économique très perturbée. Les banques ne nous prêtent rien. Quand on nous parle d'économie solidaire au niveau gouvernemental, on nous parle donc c'est la BPI, la banque privée d'investissement, publique d'investissement. Moi j'ai dit privé, c'est un lapsus, mais c'est exactement ça. Elle se conduit, cette banque, comme toutes les autres, à savoir que si vous êtes pauvre, on vous prête rien. Donc en gros, si vous n'avez pas de fonds propres, vous n'aurez aucune aide de cette institution. C'est une vaste pantalonnade, hein, il faut être bien clair. Bon, moi, j'y ai eu affaire à l'époque où j'y croyais encore, parce que il y a bien eu une époque où j'ai pensé que en faisant ce qu'il fallait, en allant voir les institutions, en étant gentil avec le président de la CCI et le maire et le président de la région et que sais-je, on pourrait avoir des aides, etc. Enfin, tout ce qu'on nous fait miroiter dans les fascicules officiels, tout ça est complètement bidon. Donc, en dehors, on va dire, d'initiatives privées, dont certaines sont très très intéressantes, hein, pour valoriser telle économie ou les agriculteurs, vous savez, qui produisent du bio, qui produisent de la qualité et qui sont sûrs, à travers certaines associations, de pouvoir revendre leur production à des gens qui finalement s'inscrivent sur des listes. Enfin, il y a tout un tas d'initiatives intéressantes, mais en dehors de ces initiatives qui ne sont d'ailleurs pas fédérées, il n'existe pas grand-chose. Donc il se trouve que ER était quand même une force et un mouvement aujourd'hui national, c'est indéniable, hein, je veux dire, il n'y a qu'à voir à quel point nos élites se mobilisent pour essayer de l'empêcher de tourner rond. Donc ER avait, on va dire, quasi l'obligation de se soucier de ce problème d'économie et d'économie solidaire et de lancer un appel aux entrepreneurs, aux petits patrons, aux indépendants, on peut les appeler comme on veut. Il y a évidemment, j'inclus les agriculteurs, hein. Je pense souvent à ces gens qui nous nourrissent, hein, jour après jour, et qui se flinguent aussi jour après jour. Il y en a qui se pendent, il y en a qui se tirent, hein, parce que le paysan peut être rustique, hein, donc ils y vont au gros calibre, au 12, et maman retrouve son mari baignant dans son sang parce qu'il n'arrive plus à vendre son lait ou ses patates. Enfin, c'est une catastrophe. Voilà. Bon, devant cette situation, on s'est dit qu'il fallait se mobiliser. On a donc, dans la mesure de nos moyens, du temps dont on dispose, parce qu'il y a quand même beaucoup de bénévolat, hein, dans tout ça. Ça prend du temps. On a nos vies. Je rappelle à Eric et à nos auditeurs que tu es le patron d'une petite entreprise qui est une agence de voyage qui s'appelle Vite et Rêve. Voilà, VTR Voyage. Et tu as un site internet éponyme qui s'appelle vtrvoyage.fr. Voilà. Alors nous vendons des séjours, en particulier des séjours de ski, parce que c'est notre grande spécialité au départ. Moi, je viens du tourisme étudiant, donc c'est une niche dans la niche, hein. C'est vraiment quelque chose de très particulier qui a été, c'est un marché qui a été complètement investi par nos amis de la communauté organisée. Bon, j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Je dois vous avouer que ça s'arrange pas vraiment, hein. Enfin, l'ambiance est quand même assez distrayante. On va dire qu'on s'ennuie jamais. Il y a des procès, il y a des trahisons, il y a des abus de pouvoir, il y a
des refus de vente, il y a vous pouvez même pas imaginer ce qu'on vit sur ce marché. Voilà, donc effectivement, je suis chef d'entreprise et comme beaucoup d'entre eux, dans une certaine difficulté, on va même dire que la difficulté constitue mon quotidien. Voilà, bon, on va pas se plaindre, hein, c'est un destin qui envoie un autre, mais évidemment, ça me sensibilise au problème. Voilà, donc économie solidaire. Alors, on a lancé ça suite à un contact avec Alain, une idée commune. Bon, moi, ça faisait des années que je l'entendais en parler. Je l'entendais parler d'entraide, de circuits courts, d'initiatives entre petits patrons pour pallier les déficiences du système. Et puis, à un moment donné, on s'est lancé. On a lancé sur le site ER une plateforme qui permet aux gens qui sont intéressés de passer des annonces. Donc, soit en tant que proposant des services, soit en tant que proposant leur aide, parce que c'est bien, in fine, le but, c'est de dire aux petits patrons, aux entrepreneurs, à tous les acteurs économiques qui font vivre ce pays, parce que ce ne sont pas les sociétés du CAC 40 qui peuvent se targuer de nous amener de la richesse réellement. Tout est externalisé, on expatrie la richesse, on exploite des pauvres gens dans les pays alentours parce que on peut les sous-payer, et puis on vient vendre la daube produite à bas coût, on vient la vendre aux pauvres travailleurs français qui ont à peine de quoi l'acheter. Enfin, tout ça est effroyablement pitoyable, si on veut bien le voir. Donc, nous, notre propos, c'est de dire aux petits patrons, unissez-vous, aidez-vous les uns les autres. Voilà. Ne comptez que sur vous-même. N'allez plus perdre votre temps à monter des dossiers pour aller à la banque. Ne vous prostituez plus. Ne baissez plus votre froc. Honnêtement, c'est pour moi beaucoup vraiment d'actualité, puisque pas plus tard qu'hier, j'ai été approché par un jeune, un trentenaire qui a une agence de voyage, qui est venu me voir parce que il craint de perdre sa licence, puisque la banque, pour ne pas la citer, je me fais toujours un plaisir, c'est le Crédit Agricole, le bon sens loin de chez vous. Donc ces gens-là l'ont poignardé dans le dos, ce jeune qui s'appelle Julien, qui est un garçon adorable. Voilà, et ils lui ont dit, écoutez, c'est trop dangereux, votre activité, on va plus la couvrir, donc la garantie financière qui vous permet d'avoir une licence de tourisme sans laquelle on ne peut pas exercer, on vous la retire. Cependant, ne vous affolez pas, vous avez 2 mois pour vous retourner. Autant dire que c'est impossible. Voilà. Donc ce garçon venait voir si moi je pouvais l'aider avec ma licence. Faut bien comprendre, le gars est tour opérateur, il a une agence de voyage, il fait à peu près la même activité que moi. Je le connais parce que de temps en temps je le dépanne, je lui revends du stock parce que lui-même ne peut pas en acheter en direct aux gros opérateurs, aux gros fournisseurs d'hébergement comme Pierre et Vacances, etc., qui sont complètement noyautés et manipulés pour ne pas vendre leur lit à tel ou tel concurrent des gens que ça peut gêner. Voilà, donc il est venu me voir et il m'a raconté son histoire qui est aberrante, quoi. C'est-à-dire la banque qui s'occupe de lui finalement procurer sa garantie financière le lâche en plein milieu de la lande, alors que le gars il est confronté à des problèmes comme n'importe quel chef d'entreprise au quotidien, son personnel, ses stocks, ses ventes, la commercialisation, le marketing et tutti quanti. Et boum, coup de poignard dans le dos, on te couvre plus. Voilà. Donc ça, c'était hier. Et puis aujourd'hui, je suis venu en train. Et puis dans le TGV, j'ai rencontré un autre gars que je connais qui, lui, est en sauvegarde depuis 1 an et demi. Franchement, lui, il est au bord du suicide, le gars. Il a un annuaire électronique, un annuaire sur Internet, c'est-à-dire un annuaire professionnel. Il met en contact des professionnels et des gens qui demandent un plombier, un voyagiste, que sais-je. Et il a eu des problèmes comme tant de sociétés. Et lui, alors, il est en sauvegarde. Ça veut dire qu'il est sous la coupe finalement de l'administration, qui essaye de sauver, qui l'aide à sauver sa boîte. Mais il m'a raconté les détails de son calvaire. C'est atroce. Voilà. Donc devant un tel constat, on ne voit pas d'autre solution que de s'entraider entre privés. D'accord. Donc l'entraide plutôt que la concurrence, on l'a bien compris, c'est le principe essentiel, principal de ce réseau d'économie solidaire. Alors on a donc une offre, les entrepreneurs qui vont donc sur le site d'égalité et réconciliation, il faut qu'ils soient adhérents. Comment ça se passe concrètement ? Moi, je veux parler concrètement des choses là. Il faut être adhérent de l'association, donc prendre son adhésion.
et effectivement accéder à l'espace adhérent, qui est un espace réservé aux adhérents, que les adhérents connaissent bien, notamment pour son forum, mais aussi pour son atelier, parce que c'est aussi un outil pour les rédacteurs, et notamment les jeunes rédacteurs qui veulent s'essayer à écrire un article pour le voir publié sur le site. Donc il y a l'atelier ER qui est aussi connu, et donc effectivement on a aussi maintenant l'espace solidaire, qui est un espace d'annonce. Comme l'a expliqué Eric, c'est un espace d'annonce aussi bien pour la demande que pour l'offre, comme tu l'as dit aussi. C'est-à-dire des entrepreneurs peuvent proposer leurs services ou les biens qui mettent à disposition du public, et on a évidemment aussi des camarades, des adhérents qui demandent eux des services parce qu'ils ont besoin par exemple d'un plombier ou qu'ils ont besoin de tel produit. Et cette plateforme est évolutive. Exactement, pour l'instant on en est au tout début, c'est-à-dire que cette plateforme a été créée pour répondre un peu au lancement d'économie solidaire, le projet appuyé par Eric. Et évidemment, pour l'instant, c'est un outil, comme on dit sur Internet, c'est un outil bêta. Il nous permet un petit peu de voir un petit peu comment ça s'organise entre les adhérents, et puis après de voir comment on peut développer un peu mieux l'outil. Et si il n'y a pas d'autres outils à développer, c'est d'ailleurs, on est déjà là-dessus, puisque on commence très sincèrement à penser, et on travaille en ce moment même, nos webmasters travaillent en ce moment même sur la création d'un système de financement participatif que certains connaissent peut-être sous le nom anglais de crowdfunding, spécifiquement dédié au réseau ER. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le principe de ce financement participatif ? En fait, on a découvert qu'il y avait des projets, notamment, toi Vincent, tu es sans peut-être même le savoir, tu es le pionnier du financement participatif à Égalité et Réconciliation, puisque ton projet de documentaire et de livre qui donc sera bientôt un coffret autour de Hugo Chavez suite à son décès prématuré, a donné lieu lorsque tu as voulu réunir des fonds pour pouvoir travailler sur ce projet, à un financement participatif qu'à l'époque tu as géré, on va dire que tu as réussi intelligemment à bricoler toi-même, et qui t'a permis donc de réunir des fonds pour ce projet. Et notre idée à nous, c'est d'autres personnes, d'autres adhérents, d'autres sympathisants des projets du même type, ou des projets des fois même on en parlera avec Eric, de création parfois d'entreprises. On verra peut-être d'ailleurs la création d'entreprises à l'intérieur du réseau Économie Solidaire entre deux entrepreneurs, par exemple ER. Ça, c'est quelque chose qui s'annonce de plus en plus, parce que on voit nos entrepreneurs rentrer en relation. Et là, on a besoin d'un outil qui permet de proposer à notre public de participer, notamment par des donations, tout en ayant des contreparties par rapport au financement qu'ils apportent pour tel ou tel projet. Ça peut être évidemment de récupérer un exemplaire du projet si c'est un produit qui est réalisé, ou ça peut même aller jusqu'à des parts sociales dans un projet, puisque on peut donc partager une entreprise avec les différents donateurs qui sont en l'occurrence non plus des donateurs mais des actionnaires. Alors, juste pour te donner un exemple concret, parce que c'est vrai que l'exemple le plus concret pour nous actuellement, c'est par exemple Pascal Mancini, que nos auditeurs connaissent, puisque c'est un sportif de haut niveau, un grand sportif suisse, notamment du sprint, et qui est aussi un grand soutien de Dieudonné et d'Alain Soral, et qui en a malheureusement subi les conséquences. C'est tout simplement la perte de ses sponsors. Or, Pascal va commencer sa nouvelle saison de sprint, et il a besoin très rapidement d'un soutien économique. Et ce soutien économique, c'est aussi d'ailleurs pas seulement un soutien de la part du public des adhérents, mais ça peut être aussi un soutien par des sponsors, c'est-à-dire des entreprises qui vont avoir le courage de le soutenir, comme Contre-Culture par exemple. Ça peut aussi être Eric avec VTR, mais ça aussi peut être beaucoup d'autres personnes qui vont pouvoir aussi bénéficier de la visibilité qu'il va apporter par rapport à ces compétitions. Donc, ça c'est en cours. D'accord. Chers auditeurs, je vous informe que le président de l'association Égalité et Réconciliation est en train de s'installer.
Alain Soral, bonjour. Bonsoir. Nous étions en train de parler d'économie solidaire et des principes qui fondent ce réseau que Égalité et Réconciliation est en train de mettre en place. Quelle bonne idée. Alors je crois que c'est justement l'une de vos idées. Oui, par la force des choses, oui, parce qu'on a bien vu que on fait un gros travail, je dirais, de réinformation et un travail qui consiste à pousser les gens à réfléchir. Et en face, visiblement, les gens qu'on met en cause en réfléchissant ne nous répondent pas par des réflexions, mais en essayant de nous détruire en nous tapant au porte-monnaie. Donc, par la force des choses, on a bien compris que une fois qu'on avait fait ce travail qui normalement est un appel au dialogue, la deuxième phase nécessaire pour pouvoir continuer à produire ce qu'on produit, c'est-à-dire des idées, de la réinformation et de la réflexion, il faut nous renforcer économiquement, puisque en fait l'ennemi essaie de nous faire disparaître en nous harcelant, en nous faisant condamner à des sommes astronomiques. Donc l'économie solidaire est la nécessaire continuation du travail intellectuel que nous produisons. D'accord. Alors nous parlions des formes que prenait cette économie solidaire et notamment Éric Sanseri qui est à la tête de ce projet. C'est encore un projet, il faut le dire, c'est en construction. Oui, enfin, c'est bien parti, puisqu'on a, suite à une vidéo que nous avons fait avec Alain l'hiver dernier, on a commencé à recevoir, à diffuser l'adresse solidaire, et donc à recevoir les premières sollicitations ou les premières propositions. Parce que c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire qu'on a eu effectivement des gens qui nous ont dit, moi je suis graphiste, je propose mes services, moi j'ai un projet d'importer de l'huile d'argan du Maroc, etc. Il y a eu beaucoup de projets intéressants, mais il y a aussi des gens qui sont venus nous dire, nous on a un petit peu d'argent, voilà, on a de la chance, notamment je pense à 2 frères qui ont fait une très belle réussite sur Internet et qui aujourd'hui sont à la tête d'une jolie somme et qui souhaitent vraiment, puisque ce sont des sympathisants du mouvement et qui suivent Alain Soral et Dieudonné aussi assidûment. Donc ces gens-là souhaitent investir, donc soutenir des petites ou moyennes entreprises, c'est du vrai concret, quoi. Ce sont pas des gens, sont pas des velléitaires, ils ne sont pas des rêveurs, voilà. Donc ça c'est intéressant. Puis il y a eu d'autres propositions, alors peut-être moins sonnantes et trébuchantes, mais par rapport à des projets sur le textile ou autres, hein, et qui sont en cours, on va dire. Hein. Tout ça ne se fait pas en une semaine. Hein. C'est assez long. On est dans le temps long, mais ça se met en place petit à petit. C'est vraiment passionnant. Alors moi, de ce point de vue-là, je suis à une place de rêve, hein, parce que je vois comment ça se passe. Je suis amené à discuter avec tout un tas de gens fort intéressants, motivés, qui ont l'intention de faire quelque chose de concret. Donc c'est très intéressant. Mais oui, en cours, c'est un début. Donc il faut aussi un peu de patience. Il y a certaines personnes qui s'impatientent parce que elles n'ont pas de réponse immédiate ou qui voudraient faire le deal tout de suite. C'est vrai que le temps de la PME, quand un chef d'entreprise est pendu, n'est pas forcément celui de la politique. Ça, je le confirme. N'empêche que les choses se mettent en place et que j'ai bon espoir que ça croisse et embellisse assez rapidement. Alors, en ce moment même, sur le site d'Égalité et Réconciliation est en vente une vidéo d'Alain Soral. Alain Soral répond au prix de 2,99 €. Et puis ensuite, les gens peuvent donner plus. C'est ça, il y a un système de 3 prix. Oui, et 9,99 €. N'est-ce pas là justement la concrétisation de ce réseau d'économie solidaire, en quelque sorte, une sorte de premier projet? Soral répond, c'est très important effectivement, déjà parce que c'est avant même la création des activités économiques, notamment contre-culture, comme je l'ai dit tout à l'heure en 2011, ce qui a, on va dire, concentré l'attention de tout le public d'Alain Soral, ça a été ces vidéos qu'on va qualifier de mensuelles, même si elles sont plutôt bimensuelles, qui sortaient régulièrement sur Internet et qui sont le rendez-vous, on va dire, de tous les gens qui veulent se réinformer, très attendu. Et effectivement, à un moment donné, vu le travail de post-production qui a été réalisé par les équipes multimédia, il a fallu effectivement penser à rémunérer ces équipes et donc à mettre en vente ces vidéos, moyennant un tarif quand même très... Il faut me rappeler que pendant des années, le site Égalité Réconciliation et les vidéos du mois, c'était entièrement gratuit. Hein, c'est-à-dire qu'on ne pensait même pas
le faire payer. La seule chose qu'on avait mis en place, c'était la maison d'édition Culture pour tous. C'est vrai qu'il y avait une synergie entre les deux. Le problème, c'est que l'ennemi qui s'est rendu compte de notre efficacité a commencé, moi, à me harceler judiciairement, à me faire condamner. Ce qui fait que on s'est retrouvé dans l'obligation soit de disparaître, soit de monter d'un cran. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. On a engagé de la post-production de plus en plus, déjà pour se différencier de tous les copieurs qui avaient vu qu'on pouvait exister un petit peu sur Internet en faisant des vidéos. Il y a eu à un moment donné une mode qui s'est mise en place avec des choses souvent de très mauvaise qualité. Donc nous, on a continué à avancer, c'est-à-dire qu'on a maintenant des vidéos de 4 heures avec énormément de post-production. C'est des fois 1 ou 2 mois de travail de post-production avec un énorme travail de recherche. C'est une équipe. Et ça permet de justifier de les vendre. Et ça permet aussi de faire face quand même aux attaques qu'on subit, qui sont très très importantes. Je peux préciser qu'hier j'ai été encore convoqué à la police, donc il a fallu que je me rende rue du Château des Rentiers sur signalement de monsieur, comment il s'appelle Monsieur Samy Gozlan. Monsieur Samy Gozlan, voilà. Et il m'a été reproché d'avoir écrit un commentaire sur Facebook qui était un commentaire sur les événements du Bataclan où je disais la phrase en gros c'était voilà la conséquence de la politique étrangère de la France au Moyen-Orient qui n'a d'ailleurs jamais été dans l'intérêt de la France mais plutôt genre dans l'intérêt d'Israël. C'était en gros ça la phrase. Il faut savoir que je suis convoqué par la police à la demande du parquet sur signalement d'individus communautaires extrémistes pour ce genre de phrase. Vous voyez, faut voir où on en est. Il y a un climat de désir de mise à mort. Et donc notre réponse, il y a plusieurs réponses. Il y a soit je disparais, soit je quitte le pays, soit on se renforce. Et on ne peut se renforcer que par de l'organisation et de l'économie. Puisque en fait, comme je vous le dis, la réponse du système, c'est des condamnations, c'est de me taper au porte-monnaie. Là, aujourd'hui, je suis saisi sur mes comptes personnels, saisie vente sur mes biens, saisie arrêt sur salaire sur mon salaire. C'est-à-dire qu'ils font comme avec Dieudonné, exactement pareil. Ils essayent de nous bloquer de partout. Ce qui est d'ailleurs quelque part encourageant, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune réponse idéologique, aucune réponse intellectuelle à nous offrir. Et là, j'ai regardé aujourd'hui, je crois qu'il y avait un tweet d'Aziza qui exultait parce qu'il était sur le point de pouvoir me ruiner complètement. Et il était tout excité de dire qu'il avait lancé une saisie-vente de mes biens, plus je sais pas trop quoi. En face, ils jouissent publiquement de se dire, regardez comme on massacre Soral qui ose nous tenir tête. Je pense que tout ça, finalement, il est pénible, mais je pense que c'est plutôt bon signe. Je remercie Aziza d'en faire autant pour que les gens voient qui sont les gentils et qui sont les méchants. Mais effectivement, une fois que les gens voient ça, il faut aussi qu'ils comprennent que pour qu'on puisse continuer, en espérant qu'un jour ça change un peu, puis de toute façon parce qu'on est là pour témoigner, pour transmettre, je crois qu'aujourd'hui se plaignait beaucoup de notre influence auprès de la jeunesse, ce qui est très bon signe. Au moins on forme des générations futures à la résistance et à la conscience. Tout ça maintenant effectivement passe par la capacité de faire face économiquement. Donc je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas d'ambiguïté. Si on n'est pas dans un univers de pervers, jouisseurs virtuels, de trollers sur Facebook, il y en a qui se sont réduits à ça aujourd'hui, à la limite tant mieux. Il y a une vraie séparation qui est faite aujourd'hui entre la résistance qu'on incarne et le reste de la dissidence 2.0 faite de trollers et de pervers. Les gens qui sont d'ailleurs plus adultes, les gens qui nous rejoignent, qui sont des gens c'est pas des gens de nuit debout, c'est des gens qui sont dans la société civile, qui travaillent, qui ont une vraie vision des choses et donc une vraie vision politique sérieuse. Ces gens-là aujourd'hui, on le voit dans les conférences qu'on organise. La dernière fois à la Main d'Or, c'était incroyable le nombre de gens qu'il y avait. Les gens se déplacent, ils cotisent, ils participent, ils envoient des dons et ils ont bien compris que le nerf de la guerre pour tenir, c'était l'argent. Voilà. Et alors, au cœur de cela, il y a le courage. Eric, pour les entrepreneurs qui peut-être ont envie de rejoindre le réseau d'économie solidaire, mais qui ont peur d'adhérer à Égalité Réconciliation, peur d'être fichés, peur de subir des conséquences. Toi, tu es à l'avant-garde, tu es un petit entrepreneur qui a fait le pas et qui est en train d'organiser ce réseau. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, au quotidien, ce que ça veut dire pour toi d'être un entrepreneur proche d'Égalité Réconciliation?
Au quotidien, moi, ça m'aide. Je vous le dis franchement, moralement, ça m'aide parce que si on a, enfin, je veux dire, c'est une façon de récupérer un peu de fierté, un peu de dignité, parce qu'on se fait tellement, excusez-moi, mais on se fait chier dessus à longueur de temps. Je vous dis, le gars que j'ai vu dans le TGV tout à l'heure, il était au bord du suicide. Le mec, il dit, de toute façon, je suis nul, tout ce que j'ai fait, ça a foiré, je suis un loser, ma femme va me quitter, elle a raison. Enfin, le mec, et c'est pas un exemplaire unique, hein. Donc c'est une façon déjà de se remonter le moral, honnêtement, c'est-à-dire de rendre les coups qu'on prend, quoi. À un moment donné, je compte pas passer ma vie à genoux à essayer de quémander des aides ou qu'on arrête de me taper dessus, hein, voilà. Ce que décrit Alain par rapport aux attaques qu'il subit, bon là c'est au niveau national, on voit qu'il y a des gens, des anciens ministres, enfin des gens qui se mobilisent, des journalistes de soi-disant haut niveau, etc. Donc moi je suis pas à ce niveau-là, mais je subis exactement les mêmes attaques au porte-monnaie depuis un quart de siècle, c'est infernal. Encore récemment, donc j'en ai parlé dans la toute première vidéo que ER a bien voulu diffuser sur le sujet. J'ai gagné un procès de haute lutte après des années de procédure et le juge en appel, c'est pas moi qui ai fait appel évidemment, a donc confirmé le jugement, mais m'a demandé de rendre la somme que j'avais perçue. Hein, voilà, donc c'est hallucinant. Vous voyez, là on est à des niveaux de magouille et de méchanceté, de perversité que je soupçonnais même pas. Enfin, je pensais pas que c'était possible dans un pays qui est soi-disant une république démocratique, etc. Donc voilà, première chose, je pense que c'est important, c'est important à un moment donné de tomber le masque et de dire je suis plus d'accord et je suis pas en tort, j'ai fait aucune erreur, j'ai fait de mon mieux toute ma vie, j'ai bossé et regardez où j'en suis. Donc c'est pas moi qui délire, c'est le système qui va pas. Et c'est en quelque sorte un réseau des gens qui n'ont pas de réseau. Oui, et bien sûr, ER, ça représente ça à mes yeux et aux yeux de beaucoup de gens. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs parce que bon, forcément, il y a, vous voyez, autour de moi, mon milieu, c'est ça, c'est des indépendants. Donc, il y a un garagiste, il y a un gars qui fait du bâtiment. Enfin, il y a de toutes sortes. Et ils me disent tous, mais t'as raison, mais tu vas en prendre plein la gueule. Enfin, bon, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Moi, franchement, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, hein, comme disait notre président il y a quelques années. Je suis convaincu qu'il faut bouger. Voilà, et j'exhorte tous les gens qui en prennent plein les moustaches en ce moment à se lever et à arrêter d'accepter de se faire traiter comme des serpillères par ça, c'est une chose que j'ai entendu Alain dire récemment. Enfin, je veux dire, ce sont des lions, hein, les entrepreneurs sont des battants par essence, des combattants, ce sont des gens qui ont souvent du courage et de la volonté, donc des lions qui se font maltraiter par des cancrelats, quoi. Et on n'est pas obligé d'accepter ça. Voilà. On est dans un pays qui prône la liberté d'expression, la liberté tout court, la démocratie, etc. Ça, c'est dans la théorie, mais dans les faits, c'est le contraire qui se passe. Et on est en train de bousiller le pays, et ça passe par son économie. Là, c'est une analyse facile à faire. On est en train de le bousiller complètement. Et ceux à mon avis, ceux qui subissent sans réagir, ils contribuent indirectement. C'est-à-dire qu'il va bien falloir qu'on bouge. Donc, puis, je me rappelle les gens qui bougeaient pas il y a quelques années en disant pour moi je ne suis pas touché. Je me rappelle dans le journalisme, hein, ils voyaient les charrettes de licenciement de type, etc. La pression sioniste se durcir parce que c'est quand même, faut appeler un chat un chat. Hein, ça vient toujours. Le politiquement correct, c'est eux. Hein. C'est la défense des minorités contre la majorité, c'est eux systématiquement. Et les gens me disaient à l'époque, oui mais moi je suis pas touché, machin, blabla. Après moi le déluge. Et aujourd'hui, ils sont tous été touchés de A à Z. Hein. Et le seul qui s'en sort, c'est l'ordure, le salaud de Capot, qui est lui tout seul, et le petit chef là, qui est monté pour virer les autres. Mais celui-là, personne n'envie sa place, parce que sa femme le méprise, ses gosses le détestent, et en général, il finit mal. Hein. J'ai vraiment, sur un recul de 25 ans, si je prends le journalisme, il y a plein de salopards comme ça qui ont fini tragiquement, ou qui ont fini par se faire virer eux aussi. Et puis tous les autres, ils ont dégagé, hein. Ils sont repartis en province, ils vivent chez leurs parents, ils sont en dépression. Et je parle pas de tous ceux qui comme ils ne luttent pas et qui font ce qu'on appelle le poing dans la poche, là, qui souffrent en silence ou qui collaborent, ils déclenchent tous, ils déclarent tous des maladies. Hein. Il y a une multiplication de cancers, d'AVC, de trucs comme ça. De divorce. Oui. Non, mais c'est une sale maladie. La somatisation, c'est pas un détail. Hein. Et à côté de ça, les gens qui nous ont déclaré la guerre
économiquement, idéologiquement, eux fonctionnent en économie solidaire depuis très longtemps. Ah oui, de toute façon, moi j'ai une des clés de mon bouquin Comprendre l'Empire, c'était la notion de réseau. C'était de dire que toute la vision, d'ailleurs on en parlait sur Bardèche, là j'écoutais la radio, tout le système en place est là pour nous dire que l'individu est roi et qu'on doit être seul avec son quant à soi, c'est-à-dire on est tout seul et en plus on juge selon des critères qui sont en général indépendants de nos intérêts objectifs immédiats. C'est le moyen de vous rendre le plus fragile absolument et le plus fragile face au réseau. Et il y a quoi? Les deux gros réseaux français sont lesquels? C'est facile à voir, c'est ceux qu'on fait barrage au front entre les deux tours des régionales. C'est le Grand Orient et le réseau sioniste. Eux fonctionnent totalement en réseau et vous disent il n'y a pas de réseau et vous disent surtout l'élégance, la classe, c'est la solitude absolue. Et ça nous ramène à quelque chose de très français qui est Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, à la fin, il est assassiné, il se prend un madrier sur la gueule par la coterie, vous voyez. Mais au moins, dans Cyrano de Bergerac, on a l'honnêteté, Edmond Rostand a l'honnêteté de nous dire quand même que Cyrano de Bergerac, malgré son panache, il meurt à la fin, il perd, faut pas oublier quoi. Alors qu'aujourd'hui, dans les films américains qui valorisent systématiquement le héros solitaire qui triomphe de tout, ils nous mentent en nous faisant croire qu'il gagne à la fin. Le héros solitaire perd systématiquement à la fin. Et il est toujours vaincu par le réseau de minables, sordides, planqués, pervers, vicieux sur le long terme, etc. La seule chose à quoi peut avoir accès le héros solitaire, c'est l'héroïsme. Or, montrez-moi un héros, je vous raconterai une tragédie. C'est une citation de je sais pas qui, mais en général, le héros, il meurt, faut pas oublier. Hein. Il meurt et il meurt dans la souffrance. Voilà. Donc c'est bien pour en faire une icône posthume. Hein. Mais voilà, on est dans ce système qui est très beau, mais qui a été quand même mis en place pour nous rendre absolument pieds et poings liés ou à poil face à l'ennemi. Hein. Et il est temps de se poser effectivement des questions, et sur les questions, comment faire? Une fois qu'on a le baratin critique, une fois qu'on a même le courage individuel, l'étape suivante nécessaire et absolument nécessaire, et c'est ma démarche depuis des années, de pousser à la solidarité, et j'ai été, comment dirais-je, dramatiquement déçu et consterné de voir l'attitude de certains dissidents qui ont passé plus de temps à lutter à l'intérieur de la dissidence pour des raisons de rivalité mimétique plutôt que de comprendre l'intérêt supérieur de la cause. Mais ça aussi, c'est les dégâts justement de l'individualisme, du narcissisme, de toutes ces choses qui ont été très bien théorisées par Christopher Lasch, etc. Et moi, c'est jusqu'au bout, c'est mon combat, c'est de toujours mettre l'intérêt supérieur et collectif avant l'arrogance individuelle. Jusqu'au point que l'autre jour, j'ai même proposé à ce qu'on relaye Henri de Lesquen. Et on m'a dit, mais attends, tu vas pas relayer un mec qui t'a interdit de radio courtoisie et qui t'a fait un procès depuis des années. J'ai dit, mais je m'en fous. Aujourd'hui, il est exactement sur ma ligne. Je ne veux pas dire pourquoi, alors qu'avant, il était totalement hostile. Et moi, à un moment donné, j'en ai plus rien à foutre de l'individu, Lesquen, et de ce qu'il m'a fait. Je me dis, c'est bon pour le combat, pour l'intérêt général. Hein. On parle d'intérêt général, un concept rousseauiste très, très subtil. C'est bon pour l'intérêt général, en vrai, de relayer ce mec-là. Et là, on me renvoie toujours à des rivalités individuelles. Si on n'est pas capable de passer outre les rivalités individuelles, on a perdu. Or, en face, on peut reprocher tout ce qu'on veut à nos ennemis, leur mesquinerie, leurs mensonges, leur médiocrité, mais ils ont ce sens du collectif au-dessus de l'individu. Ils ont cette interchangeabilité, ils ont ce travail en meute, etc. Alors, ils sont très inélégants, très vulgaires et très médiocres en réalité. Hein. Si on enlève le côté massif, individuellement, c'est que des nuls. Nous, en plus, on a du talent. On a du talent, on a du courage, on a de la classe. Si jamais on se groupait un peu, on s'unissait un peu, on les met minables très vite. Hein. Voilà. Mais il y a tout un travail de rééducation à faire, d'auto-rééducation à faire. Et je rebondis là-dessus pour dire que depuis que je suis jeune entrepreneur, à chaque fois que je suis confronté, enfin pas à chaque fois, mais souvent quand je suis confronté à un autre chef d'entreprise, en particulier quand j'ai quelque chose à demander, un service ou un échange, etc., j'entends énormément, je suis pas philanthrope, je suis pas l'abbé Pierre, je suis pas Mère Teresa, donc il y a beaucoup d'égoïsme, tout ça est sous-tendu, enfin cette solitude, cet individualisme est sous-tendu par énormément d'égoïsme, et effectivement, après moi le déluge, pour moi ça va, donc toi, écoute, ce qui t'arrive, je m'en fous. Il y a le fatalisme qui se met aussi dessus. Bon, il y a aussi ça. Donc, moi, ça me rend encore plus évident le fait qu'il est nécessaire de se grouper, de s'unir. C'est même pas de la philanthropie pure. C'est aussi de l'intelligence. C'est de l'intelligence. Intelligence stratégique. C'est notre intérêt bien compris, quoi. C'est si on le fait pas, on va continuer à ramasser, puis à morfler. Ça va être de pire en pire. Voilà. Et tous ceux qui sont partis sur le chemin de l'arrogance individuelle et qui ont refusé un peu la stratégie qui me paraissait évidente et qu'on a mis en place Dieudonné et moi.
malgré nos différences, etc. Tous ceux qui ont choisi un autre chemin ont tous disparu. Ils ont disparu et ils sont dans la... Ou vont disparaître. Bah moi je veux pas citer de nom là, mais ils sont tous dans la merde économique totale, dans la solitude, dans la dépression, et ils compensent par la folie. C'est-à-dire qu'ils basculent dans la folie en plus. Hein. Je vais pas citer ou ça parce que il n'est pas question de parler de personne, mais voilà, ils ont comment dirais-je, c'est le constat est éloquent et dramatique pour eux. D'ailleurs, Julien, tous ceux dont on parle là, qui étaient anciennement des compagnons de route d'égalité et réconciliation, prétendent que Contre-Culture, ER, Alain Soral sont en train de mourir, que économiquement ça s'effondre, sans dévoiler forcément les chiffres de Contre-Culture. Quelle est la réalité ? Comme je vous l'ai dit en début d'émission, ce qui est intéressant, effectivement, c'est les statistiques Internet. Je vous répète simplement ce chiffre qui nous a été donné donc au début du mois. C'est le site Égalité et Réconciliation, c'est 1 700 000 visiteurs uniques pour le mois d'avril. Voilà. C'est énorme. Il suffit de voir le classement Alexa, aussi relatif soit-il, comme je l'expliquais en début d'émission, pour se convaincre voilà, du travail et de la pérennité du travail. Et l'acharnement du système contre nous, parce que le truc, le bidule qui a été monté récemment, là, le DILCRA, où quand on voit la conférence à Genève là, de la CICAD ou je sais pas quoi, il ne parle que d'égalité réconciliation et d'Alain Soral et de l'efficacité de nos travail auprès des jeunes et du fait qu'on touche de manière significative les gens et qu'on leur pose un problème. Donc effectivement, nous sommes, comment dirais-je, adoubés par nos ennemis. En réalité, c'est eux qui nous donnent la palme, hein, alors que j'entends jamais parler des autres, hein, moi, jamais. Xavier ? Non, comme Jean-Marie Le Pen l'avait été il y a 20 ans. Oui, de toute façon, moi je pense que Marine Le Pen, c'est la fin du Front National en réalité. C'est le bout du bout de l'histoire du Front National. Et quand ça va partir en eau de boudin en 2017, comme je l'annonce déjà, derrière, soit il y aura plus rien, soit il y aura nous en réalité. C'est nous la relève, la résistance, la nouvelle résistance, le fait que le système n'a pas définitivement gagné, le fait que Fukuyama n'a pas définitivement gagné et que c'est la théorie de la fin de l'histoire. Après le Front National, qui va finir par changer de nom, disparaître, virer Marine, tout ce que je vous annonce, vous verrez que ça va se concrétiser, et je serai une fois de plus prophète dans mon pays. Il restera ce qu'on a monté, Dieudonné et moi, Égalité et Réconciliation, et ceux qui ont bien voulu travailler avec nous rejoindre. Et je dis bien d'ailleurs nous rejoindre, on n'a jamais demandé à personne d'adhérer à ER, hein, jamais. On leur a dit simplement, nous avons la même vision du monde, nous avons identifié les mêmes problèmes, nous avons des intérêts communs, soyons dans la réciprocité. C'est tout. Je n'ai jamais exigé autre chose. Et d'ailleurs, j'ai toujours commencé moi-même par donner, puisqu'on a tous ces gens dont on parlait tout à l'heure n'ont existé un peu à un moment donné que parce que ils étaient relayés sur le site ER qui d'un seul coup multipliait par 10 ou par 20 leur visibilité. Et une fois qu'ils se sont fâchés avec nous on n'a fait qu'une chose d'ailleurs, c'est de ne simplement plus les relayer. Hein. Et ça a pris un peu de temps parce que il y a l'inertie, vous voyez, ça prend quelques mois. Et ils ont disparu. Qui aujourd'hui se souvient de Boulefkad, qui se souvient de... Même moi-même, je les ai oubliés. Il y en a toute une série comme ça. Farida, je sais pas quoi. Grand Sachem. En tout cas, moi, je peux témoigner que le fait d'avoir une audience, de pouvoir être mis en avant sur ER apporte une audience et des visites à mon site. Là, on parle concrètement. Hein. Là, je me remets dans la peau de l'entrepreneur. Bon, j'ai pris ce risque, comme tu m'as posé la question tout à l'heure, mais d'un point de vue purement pratique, ça s'est concrétisé par des milliers de vues et par le fait que quand on a commencé cette opération donc ensemble et que ER a bien voulu mettre gentiment vtrvoyage.fr en avant, j'étais encore très dépendant de Google. On était obligé d'acheter beaucoup de publicité. 1 an plus tard, on fait un meilleur score en vente individuelle sur Internet et on ne paye plus Google. Voilà, donc on est devenu Google Free. Très content de l'entendre. Oui, ça me donne l'occasion donc de remercier toute l'équipe et non, mais surtout ça montre que ça fonctionne un peu. Bien entendu, c'est un vrai argument. C'est pas nous qu'il faut remercier, mais c'est aussi justement les auditeurs qui aujourd'hui ont atteint cette maturité. C'est-à-dire que on est sorti des consommateurs pervers virtuels et gratuits de Facebook qui aimaient en fait est un spectacle de gladiateurs, c'est-à-dire qu'en fait ils adoraient nous voir nous casser la gueule. En réalité, ils voulaient voir du sang couler. Aujourd'hui, on est avec des gens un peu plus adultes, un peu moins de fous. Il y a de moins en moins de fous à nos
nos réunions publiques, et qui ont cette comment dirais-je, cette morale de comprendre notre vie par rapport à la leur et et une vraie empathie, c'est-à-dire oui, on a reçu des messages de soutien, on était je vous donne pas les détails, mais on a vraiment traversé des périodes compliquées, et donc j'ai du personnel, des gens jeunes en général, et qui parfois au téléphone tombent sur un type qui prend 5 minutes pour les encourager, pour leur dire vous avez un patron que j'ai vu sur une vidéo, j'adhère complètement à ses idées, on vous soutient, on est avec vous. Pour l'instant, j'ai déjà acheté mon séjour, mais la prochaine fois, je reviens. Donc, on a eu des messages Facebook en pagaille, des mails, des appels téléphoniques. Assez peu, finalement, de menaces ou de parce gros que cons. Il y en a eu, mais les gens ils sont pas si courageux que ça, les autres. Non. Et surtout, ils bénéficient surtout d'un effet d'annonce. C'est-à-dire que les gens sont a priori terrorisés par le réseau. Mais quand on lui fait face, on se rend compte qu'on peut y arriver finalement, et que ils sont pas si puissants que ça. Ils sont surtout forts de la lâcheté et de la trouille des autres, quoi. Et puis honnêtement, en ce qui me concerne, j'ai déjà subi, quand j'ai fait condamner donc mes adversaires, j'ai subi dans la foulée, 3 mois plus tard, j'ai subi 2 contrôles URSSAF et un contrôle fiscal. Je connais. Tu connais bien entendu. Donc on est passé à travers parce que en plus on vole pas, on triche pas, donc on a payé... Moi j'ai un contrôle fiscal et le premier résultat, c'est qu'ils m'ont rendu 5 000 €. Voilà. Que j'avais surdéclaré. Parce qu'on a bien intérêt, surtout nous, à faire les choses dans les règles. Donc, on n'a rien pu nous reprocher. Je me suis d'ailleurs très bien entendu avec l'inspectrice de l'URSSAF, qui était une femme charmante, pas loin d'adhérer à nos idées, faut le noter. Moi, le premier contrôle fiscal que j'ai eu, parce que là c'est le deuxième, le type m'avait dit: je vous contrôle, c'est politique. Je vois que vous êtes pas très malin fiscalement, alors je vais vous redresser parce qu'il faut que je vous redresse, mais par contre je vais vous expliquer 2-3 trucs que vous n'avez pas compris, et vous allez gagner de l'argent. Et entre ce qui m'a redressé et ce qui m'a dit de faire, j'ai gagné aussi de l'argent. Il faut pas oublier qu'au bas de l'échelle des corps constitués, il y a souvent des braves gens. C'est ce que je suis en train de constater. Et ça, on le constate tous les jours. Bien sûr. Des gens qui s'excusent de vous convoquer à la police, des gens qui vous préviennent avant de faire une descente en disant: je vais faire une descente. Et puis quand même honte de ce qu'on leur demande de faire. Moi, je me suis déjà fait emmener par des policiers qui, en me portant avec leur tonfa et en me dégageant, me disaient à l'oreille: monsieur, on s'excuse, on est avec vous. Et l'air de rien, la matraque est quand même plus douce à ce moment-là. Tout à fait. Donc voilà, il y a pas forcément de danger direct. Alors je peux pas préjuger de l'avenir. Je pense qu'évidemment, ça peut me valoir des ennuis. Ça, c'est pour revenir un petit peu à ce que tu me demandais tout à l'heure. Mais de toute façon, la vie n'est qu'une succession d'ennuis, non ? Exactement. Surtout la vie d'un entrepreneur français en ce moment. Donc il faut vraiment pas craindre de tomber le masque et de dire qu'on en a assez, puis d'afficher ses idées. Après tout, une démocratie, c'est ça. On a le droit de dire ce qu'on pense, et c'est bien ce qu'on est en train de faire. Alors Julien, je crois savoir que tu voulais lancer un appel. Oui, je suis désolé de conclure l'émission sur un appel un peu mercantile, mais je profite du réseau solidaire, et notamment des auditeurs qui sont nombreux à écouter ton émission, Vincent. On recherche, là c'est entre guillemets un appel d'offres, on recherche des fournisseurs pour notre marque Sanguisterae, notre marque de vin. On recherche un fournisseur de vin d'hydromel, donc un vin à base de miel. Pour Au Bon Sens, on recherche un nouveau fournisseur en miel, ainsi qu'un fournisseur en fruits secs. Et pour Prenons le Maquis, on est à la recherche de différents types de compléments protéinés végétariens pour nos camarades sportifs. Voilà, ça c'est pour les appels fournisseurs, et je me permets juste quelques petites publicités par rapport à des sorties sur notre réseau économique. On vient de sortir le livre de notre camarade Jacob Cohen, Confession d'un Saiyan, un excellent roman sur le monde des Saiyanimes. Et puis sur Prenons le Maquis, on a enfin, ça faisait longtemps qu'on voulait commercialiser de la vitamine C, acide L-ascorbique, et donc on a désormais de l'acide L-ascorbique par paquet de 250 grammes. Juste aussi une petite précision, ne pas oublier le bal des quenelles du 18 juin de notre camarade Dieudonné, dont nous serons partenaires. Tout à fait. Et puis bien sûr, VTR Voyage d'Éric Sanséry. Merci Julien. Le réseau solidaire, un réseau d'entrepreneurs libres, indépendants. Éric, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Julien, Alain, merci beaucoup. On se retrouvera dans une prochaine émission, très probablement. Pour parler d'idées cette fois. Voilà. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Mino Cerbès. Son album Nano est disponible sur le site
contreculture.com. Nous allons écouter MHD. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.